Bonjour à tous, je remercie d'abord l'organisation de Nodos de m'avoir donné l'opportunité d'être aujourd'hui ici et de participer avec cette communication. Alors, je vais présenter la communication intitulée L'identité d'Emi face à l'identité Maui dans l'œuvre de la tahitienne Chantal Spitz. Les plans que nous allons suivre les suivants. D'abord, nous allons faire une petite introduction au sujet. Nous allons présenter l'auteur Chantal Spitz et ses œuvres. Nous passerons à l'analyse de l'identité d'Emi face à l'identité Maui dans ses œuvres et enfin nous arriverons aux conclusions. La Polynésie française est un ensemble d'îles qui s'étend dans l'océan Pacifique Sud, avec la même extension que l'Europe. C'est un ensemble d'îles que la colonisation française englobera en un seul ensemble. Elle regroupe 5 archipels avec un total de 118 îles. Elle est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer, mais elle fut jadis une colonie française, comme vous le savez. Donc, la littérature autochtone de cette région de la Polynésie française est héritière d'un passé colonial, ce qui laisse des traces dans l'écriture de leur auteur. Pour mieux comprendre le sujet de notre recherche, il faut d'abord définir à quoi font référence les termes Maui et Demi. Alors que l'Académie tahitienne définit Maui comme ordinaire, indigène, autochtone, qui n'est pas étranger, habitant ou bien qui est originaire de la Polynésie française, et ce terme va beaucoup plus loin de ces définitions. Le Maui n'est pas seulement celui qui est né en Polynésie, auquel cette terre appartient, mais aussi celui qui appartient à cette terre, le Fénois, comme s'il était un seul. D'autre part, comme conséquence de la présence européenne dans les îles, il s'est produit la naissance de ce que Chantal Spitz dénomme une nouvelle race, la population d'endémie, les enfants des couples européo-tahitiens, dont elle parle ainsi dans son premier roman. Je cite: En 20 ans, une nouvelle race est née, la race des demi. Demi quoi? On ne sait pas. D'ailleurs, peu importe pour vous que ce soit demi-blanc. Cette nouvelle race se reconnaît aisément. Si l'ancêtre a légué son nom à sa descendance, il est béni des enfants qui entrent d'office, grâce à leur patronyme étranger, dans cette nouvelle race. Le demi parle la langue de la mère patrie. Il a le savoir, l'école est faite pour lui, pour qu'il réussisse. Mais plus encore, le demi a une mentalité particulière. Habitué de la prime enfance à se considérer comme supérieur à tout ce qui n'est pas de sa race, il est affligé d'un orgueil à toute épreuve d'un profond mépris pour ceux qui nomment péjorativement Kaina, Maui, qui n'ont pas su se débrouiller pour blanchir, sous-produit d'un monde qui domine. Le demi ne se commet pas et pense que tout lui est permis, le légal comme l'illégal. Représentant les mythes à l'étranger, il se fait appeler fièrement Maui et n'hésite pas à parler haut et fort de la magnifique culture de ses ancêtres qui revendiquent Soudan. Fin citation. Mais ce sont aussi des enfants nés entre tradition et modernité, comme nous allons le voir, et dont la quête identitaire est très lourde encore aujourd'hui. Dans ce travail, nous nous proposons d'analyser des questions autour de ces deux identités à travers quelques œuvres de la littérature contemporaine de la Polynésie française, notamment à travers l'œuvre de la tahitienne Chantal Spitz. Alors, née en 1954 à Papeete, Chantal Spitz est la première femme à écrire un roman en Polynésie française avec son ouvrage L'île des rêves écrasés en 1991. Elle est décrite lors du festival Étonnant Voyageur comme venant d'une, je cite, une famille bourgeoise formant partie de l'aristocratie d'Émi, issue des unions entre les descendants des premiers colons et les filles des notables autochtones. Fin citation. Ce métissage sera logé d'un véritablement questionnement autour de l'identité pour cette auteure, car elle a mal vécu la volonté de ses parents de l'élever à l'occidental. Elle fait aussi partie du groupe d'écrivains autochtones qui donne naissance en Polynésie française à la revue littéraire Littéra Maui en 2001.
De la longue trajectoire littéraire de Chantal Spitz, nous ne retiendrons que les ouvrages que nous avons trouvés les plus pertinents au sujet du questionnement identitaire euh, d'Amy ou Maui. L'île des rêves écrasés, publié en 1991, comme nous venons de signaler, raconte l'histoire des Tahitiens depuis l'arrivée des évangélisateurs jusqu'au premier essai nucléaire. Il s'agit de l'histoire d'un couple, les pères, Maebarua et la mère, Teuira, qui voient leur fils partir pour défendre la mère patrie, la France, contre l'Allemagne, et de l'histoire d'amour de ses fils, Tematua, avec une jeune demi, Emily Emere, fille de Tofa, tahitienne, et de Charles William, anglais, avec de la vie de ces couples, pardon, qui créent une famille d'enfants d'Emi, dont Teri, Edith Peta et Tematua, obligés de s'adapter à une vie entre deux mondes, deux identités. Et puis aussi son troisième roman, Elle, est Terre d'enfance, roman à dessin, publié en 2011. Et dans ce cas, c'est l'histoire d'une fille, Demi, qui n'arrive jamais à s'intégrer dans la société et qui en est éprouvée. Elle n'est pas aimée par sa mère, pardon, mais elle est adorée par elle, sa grand-mère maternelle, et par elle, les sœurs de sa grand-mère. Alors, un sujet récurrent chez Speed, comme nous venons de signaler, est la question identitaire que nous étudierons à travers les personnages d'Amy. Et ce personnage apparaît comme un personnage en souffrance à cause de sa quête identitaire entre ses origines maoris et européennes. Ainsi, par exemple, dans L'île des rêves écrasés, Emer est le premier personnage d'Amy que nous rencontrons. De son vrai nom Emily, elle est fille d'un Anglais et d'une Tahitienne. Dès sa naissance, on voyait déjà les marques de son métissage. Elle était, je cite, une petite fille aussi claire qu'un rayon de lune, marque du sang de son père, anglais blond aux yeux bleus. Fin de citation. Mais c'est sa relation avec Tematua qui va lui offrir un retour aux origines maoris, qui est petit à petit fera d'elle une demi plus tahitienne qu'européenne, anglaise dans ce cas, ce qui va l'ancrer dans sa terre natale et lui permettre de renouer avec la tradition orale de ses ancêtres. Et donc, finalement, ces couples dont l'origine de chacun d'eux pouvait poser des problèmes devient indissoluble, partageant avec l'autre les meilleures de ses origines. Et Thématoire lui apprend, je cite, la langue de la terre, de la mer, de la lune et des étoiles, lui montrant la magie des gestes de leur monde. Fin citation. Donc, elle va découvrir, grâce à l'amour, ce qui signifie d'être maori, d'être né dans son fenouil et de le respecter. Alors qu'elle a trouvé son identité maori, elle doit affronter pendant sa vie les clichés de ces venus d'âgeurs qui ne comprennent pas qu'être maori n'est pas une question d'apparence physique. Ainsi, quand elle rencontre pour la première fois Laura, la responsable du centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique, je cite, pour Laura, aucun doute, Emer est une compatriote, enfin quelqu'un avec qui parler et qui pourra l'aider à approcher les habitants. Elle s'approche sans hésiter. Bonjour, vous venez vous aussi de métropole? Je suis contente de vous rencontrer. Non, madame, je suis Maui comme mon époux et mes enfants. Et vous-même, vous êtes de passage chez nous? Je travaille à la base depuis un peu plus d'un mois. Excusez-moi mon indiscrétion, mais vous avez tout à fait le type européen et vous vous dites Maui, et Mère sourit d'un sourire léger et longtemps, que des fois dans sa vie n'a-t-elle pas entendu cette réflexion. Mais si autrefois elle s'en irritait, aujourd'hui elle y est indifférente et ne prend même pas la peine d'y répondre. Les enfants des mères et des Matua vont découvrir leur identité d'une manière très différente. Tous trois, Teri, Edita Peta et Tetiare, sont élevés par leurs parents, entourés de traditions dans leur motu, mais chacun d'eux quitte le foyer pour habiter avec leur grand-mère maternelle, Tofa, afin d'aller étudier au collège
qui n'existait pas encore à Rouaïné. Les chocs culturels arrivent alors aussi bien au collège que chez Tofa, chez leur grand-mère, une Tahitienne qui défend les autour de la modernité par-dessous des traditions propres de sa culture. Et chez euh, dans le cas de son troisième roman, et elle et terre d'enfance, les mêmes clichés sur l'apparence physique va apparaître dans le cas de Les Pères de Victoria, Monsieur Strosser. Alors, c'est Rose, la bonne de Victoria, qui fait ses commentaires concernant les Pères de Victoria. Alors, je cite, ça fait bizarre que le mari des Roses s'appelle Strosser. Normalement, il doit être blanc, peut-être avec des cheveux bleus. Il est marron foncé, presque noir. C'est comme un corps qui ne colle pas à son nom. Un corps de Tahiti, avec un nom papa. Et dans ces cas, Victoria, fille des Tahitiennes et d'Anglais, comme nous avons signalé, et, et a un niveau de vie élevé grâce à cette appartenance, à cette classe sociale, on va dire, ou à cette race, comme Chantal Spitz la nomme. Elle ressent de son enfant cette différence avec les restes d'enfants, ce qui est stigmatisé au point de rencontrer des difficultés pour se faire des amis, ainsi que pour s'exprimer. Le niveau de vie de cette famille leur permettait de faire des voyages qui n'étaient pas à portée de main de tout le monde à l'époque, puisque c'était très exceptionnel de prendre un avion à cette époque à Tahiti. La petite Victoria, à son retour, montrait les photos de ses voyages à Marie, sa bonne, qui la voyait impressionnée des différences qu'elle avait rencontrées lors de ses aventures. Arrivée à l'âge adulte, elle arrive à découvrir qui est elle en réalité, après une vie de quête identitaire entre deux mondes. Elle se rend compte qu'elle ne devait être fidèle qu'à elle-même dans son identité multiple. Alors, pour finir, le contact des Polynésiens avec les Européens a donné lieu à une nouvelle race en Polynésie, les Demi, qui font leur apparition dans la littérature autochtone au même niveau que les personnages maoris. Nous avons étudié très brièvement l'identité Demi et l'identité maori dans deux ouvrages de la Tahitienne Chantal Spitz. Chantal Spitz dédie une partie très importante de son œuvre à traiter une blessure personnelle, celle de l'identité d'Amy, puisque c'est une déchirure de l'auteur par rapport à son identité qui va être transmise dans ses textes, par exemple dans le cas de Elle, Terre d'enfance, puisque le personnage principal peut être considéré comme le doublon romanesque de l'écrivaine. Les voyages de la famille à une époque où peu de monde avait la possibilité de prendre l'avion à Tahiti et les chocs culturels subis par l'autrice ou l'auteur à l'étranger se reflètent dans les personnages de Victoria. Donc, euh, en conclusion, selon les paroles de Marc Guéron, les discours récurrents et explicites de la littérature polynésienne autochtone, qui en cachent certainement d'autres, renvoient toujours à celui de l'identité, subjective ou collective, celle du passé ou des passés, celle que l'on rejette, celle à laquelle on aspire, celle qui est en recherche, en devenir, revendiquée, fantasmée, etc. Elle est à la fois une lutte pour déconstruire une identité taillée par les discours des autres, écrivains, journalistes, anthropologues, etc. Une identité que l'on conteste, celle des hommes polynésiens qui nient du fait de leur statut traditionnel la violence faite aux femmes et un immense travail d'élaboration qui se fait aussi à l'insu de l'écrivain, rôle de l'inconscient et décolonisation des esprits, redistribution des rôles au sein de la société, désir de reconnaissance, volonté féminine de pouvoir au sein d'une société masculine, etc. Toutes ces problématiques se trouvent brassées par les écrivains. Merci beaucoup.
pour votre attention et voici les références bibliographiques qu'on a utilisées pour cette recherche.